Bonjour à tous. Merci à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étude publiée le 21 mai par The Lancet, censée démontrer l'inefficacité et même la dangerosité du protocole Raoult contre le coronavirus. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette étude, elle sature les ondes depuis sa publication. Ici, nous n'aurons pas un débat médical, c'est pas l'objet, je suis pas médecin. Si vous avez un problème, pas d'automédication, il faut que vous alliez voir votre médecin ou un spécialiste, bien sûr. Mais j'ai recueilli beaucoup d'informations de gens qui savent, j'ai lu moi-même cette étude, j'essaie d'être le plus concret et exhaustif possible pour vous montrer en quoi c'est une grosse intox que de dire que l'étude publiée par The Lancet disqualifie Raoult et son protocole. On va voir précisément pourquoi, ça vous donnera des arguments que vous pourrez propager autour de vous si ça vous intéresse, si ça intéresse évidemment vos proches. Et on va voir ce que ça veut dire sur ce qui se passe, les confrontations dans le domaine de la santé. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a 48 heures qui s'appelait « Santé, renverser la table ou mourir ». Je ne pensais pas que nous aurions aussi peu de temps après un cas concret à étudier qui en dit très long, qui n'est pas rassurant. Et on va voir en fin de vidéo ce qu'il faut faire rapidement. Alors cette étude a été publiée par The Lancet, qui est un journal médical britannique ancien et réputé. Elle l'a été le 21 mai et depuis elle est partout. Toutes les agences de presse, tous les médias l'ont reprise et beaucoup de commentateurs politiques, voire de ministres. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Alors c'est pas un essai clinique. Non, c'est une étude dite rétrospective, c'est-à-dire qu'on part de dossiers médicaux dans plusieurs hôpitaux dans le monde et à partir de ces dossiers médicaux qu'on compile, on compile des données statistiques, et bien on en tire une conclusion. Bon. Donc en réalité, les gens qui sont concrètement à la base de ces dossiers médicaux, qui sont les patients réels, ne savaient pas bien sûr qu'ils allaient participer un jour à une étude qui serait publiée par The Lancet. Ça n'est pas un essai clinique, c'est dit rétrospectif. Alors, il s'agit de 96 032 dossiers médicaux, donc c'est énorme, venant de 671 hôpitaux sur les 6 continents. Et ces patients étaient à l'hôpital entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020. L'étude ayant été publiée le 21 mai 2020 par 4 auteurs, dont un principal qui est Mandip R. Mehra, dit MRM, on y reviendra. Eh bien, le travail a été fait rapidement, en à peine un mois par 4 personnes, alors qu'on est sur les 6 continents, qu'il y a des dizaines de langues différentes à compiler, des cultures administratives, des cultures médicales et hospitalières très très différentes. Donc c'est un énorme travail qui a été fait très rapidement. Alors ça conclut quoi? C'est compliqué à démêler parce qu'il y a plein de chiffres dans tous les sens et des biais statistiques à corriger, mais à la fin, on comprend que le taux de mortalité pour le groupe contrôle est à la fin de 9,3%, alors que le taux de mortalité pour le groupe qui a reçu des régimes médicamenteux, pas que l'hydroxychloroquine, on va y revenir, est supérieur, il est à 13%, 13% contre 9,3%. D'où cette conclusion médiatique, voire politique, l'hydroxychloroquine, en gros, tue. Bon, c'est en gros le résumé qui a été fait, c'est-à-dire non seulement ça ne guérit pas le Covid-19 contrairement à ce que disait Raoult, mais en plus ça accroît vos chances de mourir, ou votre malchance plutôt. Alors on va y revenir. D'abord, on se rend compte, parce que c'est pourquoi on en parle, c'est très important, parce que tout de suite le ministre de la Santé, Olivier Véran, a sauté sur l'occasion. C'était incroyable, à peine l'étude publiée, quelques heures plus tard seulement, il tweetait que, en tant que ministre de la Santé français, il allait immédiatement demander une modification des règles de prescription en France de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus et qu'il a chargé pour cela sous 48 heures, donc délai très resserré, le HCSP, c'est-à-dire Haut Conseil de Santé Publique, de lui fournir de nouvelles règles en matière de prescription à partir de cette étude du Lancet. Là, quel que soit le sérieux de cette étude, quel que soit d'ailleurs le message qu'elle donne à la fin, il est tout de même assez incroyable de voir un ministre français ne prendre que quelques heures pour en tirer comme ça des conclusions. C'est-à-dire qu'en quelques heures, il l'aurait lu, il se serait fait conseiller, il aurait déjà un avis, il saurait déjà ce qu'il doit faire, alors que l'étude n'est pas française, qu'elle est compliquée, qu'elle est lourde. C'est tout à fait incroyable. Par ailleurs, il a normalement d'autres activités à faire à côté, comme ministre de la Santé, et je rappelle qu'on est en état d'urgence sanitaire. Bon. Donc ça, quand même, c'est à signaler. Mais Véran a récidivé, puisque déjà le 22 avril au Sénat, je vous en avais déjà parlé, il avait déjà sauté sur l'occasion d'une première étude américaine anti-hydroxychloroquine
Une étude dont on s'était vite rendu compte qu'elle portait sur des gens très malades à l'hôpital et qu'en plus le groupe qui avait reçu de l'hydroxychloroquine était beaucoup plus malade que les groupes témoins. Donc le résultat était complètement biaisé et n'avait aucun sens. Et pourtant Véran au Sénat s'était empressé d'instrumentaliser cette étude contre Raoult et contre l'hydroxychloroquine azithromycine, c'est-à-dire son protocole. On va voir pourquoi après. Bon. Alors, il faut faire une détox générale, hein. Il y a de l'intox totale. Alors là, je me suis fondé sur beaucoup d'analyses, aussi bien par des médecins, des spécialistes français, des infectiologues américains ou britanniques notamment. J'ai lu aussi cette étude, j'ai regardé un peu le pour et le contre. D'abord, première chose, vu l'ampleur de cette étude sur les 6 continents, 671 hôpitaux, près de 100 000 dossiers médicaux, faits en un mois par seulement 4 personnes, il y a un budget énorme derrière ça. Pour que ce soit un travail sérieux, il faut au moins quelques dizaines de millions d'euros, certains ont dit 50 millions d'euros, qui financent. Ce serait intéressant de le savoir. Je veux dire, ça discrédite pas forcément l'étude, mais c'est toujours très intéressant quand il s'agit de sommes aussi considérables de savoir qui a la capacité financière de financer quelque chose aussi vite. Ça, on ne le sait pas. Ensuite, il y a ce que les spécialistes appellent dans ce genre d'études rétrospectives, à partir de dossiers médicaux pris dans des hôpitaux, après coup, ce qu'on appelle des biais d'indication et de fidélité. C'est-à-dire que nous sommes sur des pays très différents, avec des traductions peut-être hasardeuses, puisqu'on est sur des langues différentes. On est sur des procédures hospitalières et médicales et administratives variées, très variées, peut-être contradictoires. Or, il faut bien à la fin agréger tout ça, compiler tout ça, traduire tout ça. Et donc c'est là que rentre en ligne de compte un biais d'indication et de fidélité, c'est que peut-être ce qu'on a traduit à la fin ne correspond pas à ce que ça veut dire dans le pays d'origine. Et problème de culture et de langue notamment. Et ça, quand on est sur des échantillons aussi variés, qu'on est sur les 6 continents, c'est un biais qui peut être extrêmement important, qui peut fausser complètement l'étude. Ensuite, et là c'est le problème principal, c'est que l'étude tout simplement, elle ne teste pas le protocole Raoult. Le protocole Raoult, c'est dans les premiers jours, 2-3 jours après les premiers symptômes du coronavirus, notamment surtout c'est tout, problème respiratoire, fièvre, c'est essentiellement ça, ou perte de goût et d'odorat, on l'a vu, c'était souvent perte brutale, hein, c'était souvent fréquent. Là, vous devez, à partir du réseau de médecins de ville, vous faire prescrire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine si c'est possible, dans les pays où c'est possible, et ça vous évite, normalement, ce que dit Raoult et d'autres, de développer la plupart du temps une forme grave de la maladie, et donc d'être ensuite hospitalisé, voire de mourir. Bon. C'est ça, c'est une forme de prévention secondaire, c'est-à-dire empêcher une maladie, quand elle est encore à un stade bénin, de dériver vers une forme grave. Bon. Or là, on n'est pas sur ça. Et là, il y a une confusion savamment entretenue. L'étude nous dit, on est sur des patients 48 heures après le diagnostic. Lors des médias ont tout de suite conclu, ou des politiques de mauvaise foi ont tout de suite conclu, on est bien dans le cadre du protocole Raoult, puisque 48 heures après. Oui, non, 48 heures après le diagnostic, pas les premiers symptômes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'autant plus que c'est un médecin américain qui l'a dit. Les 2/3 des patients de cette étude The Lancet viennent d'Amérique du Nord, où les tests ne sont disponibles, contrairement à certains autres pays, notamment en Asie ou en Europe, que à l'hôpital. Donc on est sûr que ce sont des gens hospitalisés. Et que 48 heures après le diagnostic, ça peut être 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours après les premiers symptômes. Donc on n'est plus du tout dans le cadre du protocole Raoult. On est sur des gens déjà beaucoup plus atteints, hospitalisés. Donc problème, cette étude ne peut pas disqualifier ce qu'elle ne teste pas. Et donc énorme problème aussi de la traduction médiatique et politique depuis qu'elle a été publiée. Ensuite, autre problème, c'est les grosses confusions. On ne sait pas, en réalité, si on lit l'étude, qui a pris quel antiviral. Il n'y a pas que l'hydroxychloroquine qui est testé, il y a d'autres antiviraux. On ne sait pas qui a pris quoi, il y a une espèce de confusion. On sait combien ont pris quoi, mais on ne sait pas qui a pris quoi. À l'origine, vous étiez qui, vous aviez quel état de santé quand vous avez pris. Bon. Et ça, on ne sait pas. Donc ça crée une confusion et ça rend très fragile les conclusions de cette étude. Ce qu'on sait, c'est que les 6221 patients qui ont pris de l'hydroxychloroquine dans l'étude, enfin dans cette compilation statistique plus exactement, c'est pas une étude, semblent à la base être beaucoup plus malades, moribonds, que ceux qui en ont pas pris. En effet, ils ont un taux de ventilation, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'être ventilés, c'est quand ils sont plus gravement malades, de 20%, alors que dans le groupe témoin, c'est 3 fois moins, c'est seulement 7,7%. Alors certains diront, mais c'est 20% justement parce qu'ils ont pris de l'hydroxychloroquine. Non. On peut dire tout ce qu'on veut, je vous parlerai après des effets secondaires connus sur plusieurs années d'hydroxychloroquine. Ça ne peut pas entraîner un triplement du nombre de ventilations, quoi qu'on en pense.
L'hypothèse la plus probable et de très loin, c'est qu'on parle tout simplement de gens qui sont à la base beaucoup plus malades, tout simplement. C'est d'ailleurs ce qu'on en déduit des médecins, notamment du collectif Laissons-les prescrire. Notamment, ce qu'on sait aussi, c'est que ceux globalement sous traitement ont une proportion plus grande de SPO2 inférieure à 94%. Ça veut dire quoi, SPO2? C'est le taux de saturation en oxygène. Et quand il est inférieur à 80, normalement, il est entre 98 et 100 quand vous avez rien. Et quand il est inférieur à 94%, dans le cadre du coronavirus, ça dépend des maladies, dans le cas du coronavirus, ça veut dire que vous êtes très atteint. Voilà. Et donc, on sait, là, dans l'étude, que ceux qui ont les traitements sont plus malades puisqu'ils ont plus de SPO2 inférieur à 94% que le groupe témoin. Donc, ça fausse aussi forcément l'analyse et l'interprétation. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que toute personne ayant pris, c'est écrit en toutes lettres hein, dans l'étude, toute personne ayant pris du remdesivir, vous savez, le médicament vedette que veut promouvoir absolument le laboratoire américain Gilead contre le coronavirus, a été exclue de l'analyse d'emblée. Alors ce médecin ajoute, un peu taquin, peut-être pour ne pas être associé à un trop mauvais résultat. Mais il faut quand même le noter, c'est quand même assez curieux. Par ailleurs, confusion, puisqu'on ne sait pas qui a reçu de l'azithromycine ou autre chose. Parce que je vous rappelle que le protocole Raoult, ce n'est pas que l'hydroxychloroquine, c'est aussi associé à un antibiotique. En l'occurrence, lui, il a choisi l'azithromycine. Là, certains ont reçu de l'azithromycine, d'autres antibiotiques, mais on ne sait pas qui a reçu quoi. Confusion également. Ensuite, les doses et les durées de traitement ne sont pas précisées. Or, attention, le protocole Raoult, c'est pas n'importe quelle dose et n'importe quelle durée de traitement concernant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est très précis. C'est tant de jours, tant de comprimés. Voilà. Tant de dosage. Pas d'analyse non plus en fonction des éventuels traitements associés à côté ou des éventuels problèmes cardiaques à côté, ce qui est quand même fondamental. Voyez donc, ça, ce sont les principaux problèmes méthodologiques qui faussent complètement l'interprétation, le principal étant qu'on n'a tout simplement pas testé dans cette étude le protocole Raoult dans le bon cas. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont les liens d'intérêt. Et alors, le principal auteur, MRM, Mandip R. Mehra, lui, eh bien, il y a un problème, c'est qu'il donne à côté des sessions de formation Covid-19 financées par Gilead. Donc, on a un premier lien d'intérêt. Ensuite, cette étude, elle est soutenue par le Brigham and Women's Hospital de Boston, qui mène en ce moment 2 études sur le remdesivir. Eh bien oui, c'est-à-dire encore une fois le médicament de Gilead. Et par ailleurs, MRM a des liens d'intérêt déclarés avec beaucoup de laboratoires. Je vous les donne même pas tous, on y passerait trop de temps, mais je vous en cite quelques-uns. On peut citer Abbott, Bayer, Medtronic, Janssen, Portola, Mesoblast, Fine Art, etc., etc. Par ailleurs, aucun des 4 auteurs n'est infectiologue. Aucun. Alors qu'on parle d'une infection ici. Je rappelle que Raoult, lui, est infectiologue. Bon. Et là, il faut regarder cette question des liens d'intérêt, il faut regarder ce qu'on disait, un des anciens rédacteurs en chef du The Lancet lui-même, c'est intéressant, Richard Horton. Il l'a dit, il l'a déclaré le 11 avril 2015 dans The Lancet, je vous le cite. Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse. Affligée d'études avec des échantillons réduits, d'effets infimes, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants, avec l'obsession de suivre les tendances d'importance douteuse à la mode, la science a pris un mauvais tournant vers les ténèbres. Ancien rédacteur en chef de The Lancet, il a déclaré ça le 11 avril 2015, ça avait été un coup de tonnerre. Pointe quand même des problèmes qu'on pourrait appliquer à cette propre étude et à l'interprétation qui en est faite. On peut citer aussi une ancienne rédactrice en chef d'un autre grand journal très réputé, le New England Medical Journal, et elle a déclaré ça en 2009, c'était Marcia Angel. Je la cite, médecin elle-même. Et elle a déclaré en 2009, « Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des publications de la recherche clinique, ni de compter sur le jugement des médecins expérimentés ou les directives médicales faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à formuler cette conclusion, à laquelle je suis parvenu lentement et à contre-cœur lors de mes 2 décennies passées au poste de rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, qui est très réputé. » Ça va quand même nous faire vraiment réfléchir. Alors, quoi qu'on pense du protocole Raoult, quoi qu'on puisse en penser, si on a une expertise scientifique, il faut rester objectif. Là, on ne l'est plus du tout dans le déchaînement médiatique pour tabasser son traitement depuis 48 heures. Comment, honnêtement, on peut expliquer, comment sérieusement, décemment, de bonne foi, on peut expliquer qu'on aurait trouvé de tels taux de toxicité de l'hydroxychloroquine, ce qui deviendra un véritable poison, alors que c'était en vente libre jusqu'au 15 janvier 2020 en France depuis des décennies. Est-ce que ça veut dire que pendant des décennies, l'État nous aurait empoisonnés? Par ailleurs,
On a les données fournies le 10 avril dernier au collectif Laissons les prescrire par l'Agence nationale de la santé du médicament, l'ANSM. On a les données de toxicité de l'hydroxychloroquine en France. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, il y a 3 987 854 boîtes de 30 comprimés de plaquenil, c'est-à-dire d'hydroxychloroquine, qui ont été prescrits en France, vendus. Près de 4 millions, donc près de 120 millions de comprimés. Et au total, sur 3 ans, 312 cas d'effets secondaires, c'est minime. Et seulement sur ces 312, 21 cas avec effets cardiovasculaires. Essentiellement, sinon, ce sont des effets oculaires qui arrivent, qui sont détectés généralement quand vous avez pris de l'hydroxychloroquine à peu près tous les jours pendant au moins 5 ans. On n'est pas du tout dans ce cas-là quand on traite le coronavirus. Vous avez vocation à prendre de l'hydroxychloroquine pendant quelques jours. Et c'est tout. Par ailleurs, pourquoi on ne fait pas des études réelles, in vivo, j'ai envie de dire, tout simplement sur les masses de centaines de millions de personnes qui habitent dans les pays qui appliquent, eux, vraiment le protocole. Maroc, Algérie, les pays d'Afrique, la Grèce, etc. À chaque fois, systématiquement, j'ai quand même le sentiment qu'on voit des taux de mortalité beaucoup plus faibles. Je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est une étude sérieuse parce que eux appliquent vraiment le protocole Raoult avec les bonnes doses, les bonnes durées de traitement et surtout le bon moment dans la maladie. Véran s'est jeté là-dessus, Olivier Véran. Pourquoi? Parce qu'il se protège. Il se protège parce que nous en sommes à plus de 28 000 morts en France liés au Covid-19 et qu'il sait très bien que s'il est démontré un jour que l'hydroxychloroquine, que le protocole Raoult était efficace, ça aurait pu éviter des morts, mais il aura un sérieux problème. Ainsi que sa prédécesseur Agnès Buzyn qui l'a enlevé de la prescription libre depuis le 15 janvier dernier. Donc il se protège. Et à chaque fois qu'il y a une étude, même si elle est très imparfaite, voire une intox anti-Raoult, il saute dessus, il en fait la publicité maximale et il annonce qu'il va en tirer des conclusions. Le problème de sa conclusion qu'il va en tirer, c'est que ça va retirer encore de la liberté de prescrire aux médecins libéraux en France, qui sont déjà complètement mis de côté dans notre pays depuis cette épidémie. Et ça, c'est un énorme problème parce que c'est pour nous un réseau pourtant très vivant et très sérieux sur lequel s'appuyer. Par ailleurs, ça pose une nouvelle fois le problème des laboratoires. Je vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit dans la vidéo d'il y a 48 heures. J'ajoute juste une chose, une idée de bon sens, une préconisation qui me semble très fondée. Il faudrait qu'à chaque fois qu'un médecin ou un spécialiste prenne la parole dans un média sur un sujet, notamment pendant une épidémie, avant de parler, de dire le moindre mot, il devrait être obligé de donner publiquement ses liens d'intérêt. Avant de prendre la parole, il est devant une caméra ou devant un micro, il dit « attendez, moi j'ai des liens d'intérêt avec tel laboratoire » et il les cite. Et ensuite il parle. Ou alors il n'a aucun lien d'intérêt, ce qui est le cas de Raoult, je vous le rappelle. Ça avait été révélé par Mediapart. Je pense que c'est une excellente préconisation. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait penser de cette étude. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez diffuser autour de vous, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, l'importance que nous mettons, nous, sur le traitement et l'importance de se libérer des conflits et des liens d'intérêt par rapport à l'industrie pharmaceutique, rejoignez les patriotes. Adhérez à la formation politique que je préside. Le lien pour nous rejoindre est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Ne restez pas seuls. Nous avons une convergence d'analyse et de conviction. Alors, on a vocation à travailler ensemble. Je vous attends, patriotes. Rejoignez-nous. Allez, merci beaucoup. Vive la médecine libre, de bonne qualité. Courage à tous les soignants dans le monde entier et vive la France. Merci beaucoup.